Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Twaymotion, la plateforme en ligne de création vidéo simple, puissante et créative. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'un sujet passionnant sur le storytelling de marque et plus précisément comment on passe de la marque au récit vidéo. Et pour parler de ce sujet passionnant, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Olivier Poulet de la société Better Stronger Studio. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Je suis ravi d'être là. Je m'appelle Olivier Poulet. Donc j'ai créé une agence qui s'appelle Better Stronger Studio. On est basé à Paris, dans le Sentier, en plein centre. Et on accompagne les marques, en tout cas les acteurs, ceux qui portent les marques, dans l'écriture de leurs messages, autant écrits que visuels. Donc on est spécialiste de la création d'identité visuelle pour donner vraiment de la force, rendre les marques meilleures et plus fortes. Donc on travaille pour des acteurs de la finance, de l'immobilier, de la cosmétique. Et chez nous, on essaye de défendre le fait de ne pas avoir de bullshit dans la prise de parole. On doit avoir du sens, des actes et évidemment un impact visuel très fort pour rendre les marques uniques. Superbe, c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, parce qu'on a tendance à dire qu'un film sans scénario, on ne le retient pas. Et ben, une marque, effectivement, qui communique en vidéo, si elle n'a pas d'histoire, si elle ne fait pas un récit de son histoire, on va avoir du mal à se rappeler effectivement de la marque, quelle que soit la beauté de la vidéo, la beauté technique de la vidéo qu'on a fait. Aujourd'hui, on a besoin que tu nous aides à nous expliquer ce que c'est que le storytelling de marque pour toi et pourquoi la vidéo, aujourd'hui, qui est un média de masse de communication, est si importante dans le storytelling. Et ben, je dirais déjà que comme une image vaut 1000 mots, la vidéo, elle joue aujourd'hui elle a un impact qui est très très puissant dans la prise de parole. Quand on crée une identité de marque, quand on définit la marque, bien évidemment, on va dessiner son logo, travailler sa palette de couleurs et toutes les émotions qui sont associées à ça. Mais on va aussi réfléchir à la posture de la marque, à son rythme. Et donc forcément, quand on entre en vidéo, eh ben, tous ces curseurs de la marque qui s'animent. Donc le storytelling vient prendre une place très importante pour que la marque puisse parler et raconter ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à partager. Donc aujourd'hui, le storytelling de marque, au travers de la vidéo, doit être maîtrisé, doit être pensé, autant sur ses codes visuels que sur ses mots. Donc il y a une vraie stratégie à mettre en place derrière pour que ce soit maîtrisé. On entend souvent dans storytelling de marque tout ce qui touche à l'influence. On va parler des valeurs, de l'histoire de l'entreprise. Souvent, on se heurte dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Ils nous disent moi, j'ai un storytelling de marque de mon entreprise qui est très institutionnel, très corporate, et on me demande d'aller faire des vidéos pour les réseaux sociaux qui sont dans des usages très modernes, qui sont dans de l'infotainment. Comment on peut aider les entreprises à être à la fois dans leur identité de marque et dans les codes des réseaux sociaux? Mais je dirais il faut d'abord réfléchir aux valeurs qu'on a envie de partager. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on communique au travers de la vidéo, quand on est dans une action de communiquer, de prendre la parole, évidemment, il y a un fond derrière qui est de véhiculer les messages de la marque, de vendre idéalement, donc que ça a un intérêt derrière business. Donc on va d'abord réfléchir à comment on va influencer notre audience pour qu'elle prenne conscience de notre existence. Donc on va attirer leur attention en posant un contexte, on va raconter une histoire. Par exemple, Always, qui est une marque qui est très connue dans le monde entier, elle a complètement repositionné sa prise de parole en partageant ses valeurs. Il y a eu un spot publicitaire qui était génial, ils interrogeaient des jeunes, des femmes, des hommes à mimer comment on court quand on est une fille, par exemple. Courir comme une fille, se battre comme une fille, etc. Et ils ont cette campagne a été assez dingue quand même parce que c'est hyper poignant et on se rend compte, on met le doigt sur un fait de société qui est que la fille est vue comme un être faible dès sa puberté finalement. Donc en prenant un sujet à cœur comme ça et à tordre complètement les clichés, tout de suite la marque vient poser son point de vue, prendre énormément de hauteur en fait sur la société
et du coup faire parler d'elle, attirer du monde et donc rayonner. Donc ça, c'est une première chose, c'est comment on attire l'attention sur notre marque, comment on partage notre vision, et évidemment en utilisant la vidéo avec un storytelling qui est très puissant, on va pouvoir poser les bases et du coup s'imposer comme un acteur leader en fait sur son marché. Donc ça c'est vraiment très actuel, c'est prendre la vidéo et le storytelling comme une arme redoutable pour créer de l'influence et attirer les gens à soi. C'est intéressant ce que tu dis parce que Always est une marque historique qui est là depuis un certain temps et il faut s'adapter aux codes de l'époque. Et peut-être qu'il y a 10 ans, cette publicité dont tu nous parles, elle ne pouvait pas sortir. Parce que les codes de l'époque n'étaient peut-être pas prêts à accepter effectivement un angle de communication qui est celui-ci, alors qu'aujourd'hui, notre époque demande justement à mettre en avant les différences physiologiques qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Ils l'ont fait aussi avec la couleur des règles, qui était bleue et qui est devenue rouge. Et effectivement, cette capacité... On parle souvent de récit vidéo, on oublie aussi de dire que le récit vidéo, il évolue. C'est-à-dire que le récit vidéo d'Always, il n'est pas le même aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques années. Et il faut continuer à le faire évoluer en tenant en compte des époques et des codes de la société. On revient un petit peu sur les réseaux. Là, on parlait code de la société. Effectivement, arriver à adapter son récit vidéo au code de la société. Mais les réseaux, ils ont leur propre code aussi. Quand tu vas sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn, on ne communique pas exactement de la même manière. Et du coup, des fois, on se retrouve avec un récit vidéo unique qui est top-down, qui vient de nos directions de communication, et on nous demande de l'adapter en des vidéos plus courtes ou souvent des vidéos un petit peu plus courtes qui vont aller sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn. Sauf que l'angle de prise de parole, il n'est pas exactement le même. On sait qu'il ne faut pas mettre la même vidéo partout, dans un monde idéal en communication. C'est quoi les astuces, justement, que tu peux nous donner pour s'adapter à chacun de ces réseaux? Déjà, je dirais que chaque réseau est différent parce qu'il correspond à une audience différente, en fait. On n'a pas la même consommation sur TikTok que sur LinkedIn, évidemment, qui sont les extrêmes opposés. Je dirais que sur TikTok, on va chercher quelque chose de très rapide, très éphémère, très puissant, très addictif. Là où sur Instagram, on va avoir quelque chose de plus immersif, des belles images. C'est pas la même esthétique déjà entre TikTok et Insta. Sur LinkedIn, évidemment, on va être hyper pro. On va être dans le partage de valeurs, d'expériences, de tips. Et il ne faut pas oublier Facebook. Il y a quand même Facebook, c'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier, celui-là. Mais Facebook, j'ai un peu l'impression que c'est un peu fourre-tout parfois. On retrouve un peu tout ce que personne n'a voulu publier, ça se retrouve sur Facebook. Donc il faut évidemment adapter son discours à son audience, puisque c'est ça le principe de la communication. C'est qu'un message passe d'un point A à un point B. Donc si on n'utilise pas le bon format, ni le bon média, on ne touche pas sa cible. Donc toujours réfléchir à qui est au bout du smartphone, on va dire, pour que le message puisse être adapté avec les trends du moment, évidemment, afin de pouvoir répondre aux attentes de ceux qui sont derrière leur téléphone et qui attendent d'avoir du contenu, qui sont venus chercher du contenu. Donc il faut vraiment s'adapter à la plateforme, c'est une évidence. Donc on a le droit de bouger un peu le récit, de changer un peu des choses dans son récit pour s'adapter? Alors, je dirais qu'il faut prendre conscience des messages de fond, déjà. Qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer comme message? Mais c'est pas parce qu'il y a une trend qui est hyper cool sur TikTok qu'on va devoir la reprendre, absolument. Donc il ne faut pas se trahir en termes de message de marque vis-à-vis de la plateforme de marque, parce qu'évidemment, il suffirait de vouloir suivre une trend et d'aller vraiment à l'encontre de ce que la marque a voulu communiquer au départ. Maintenant, il y a des belles surprises. On a vu des marques qui ont explosé en termes de visibilité sur les réseaux sociaux grâce à leurs équipes. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a eu aussi beaucoup de bad buzz. Donc il faut vraiment réfléchir à comment on adapte son discours. L'idéal, c'est de pouvoir le contrôler d'une certaine manière.
Certains disent que même le bad buzz, au final, c'est une bonne communication. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est intéressant comme angle. Maintenant, il faut éviter d'en faire deux, quoi. Faut éviter de les multiplier. Donc, ça peut être une bonne leçon. Il faut en tirer, évidemment, une leçon pour pouvoir réadapter, retransformer et éviter d'avoir à refaire un deuxième bad buzz. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est la visibilité, la viralité. Donc oui, le bad buzz peut être une stratégie. Il y en a qui l'ont très bien maîtrisé. Mais en fait, c'était déjà dans la stratégie. Enfin, à mon avis. On l'espère. À mon avis. On parle effectivement beaucoup sur les réseaux de storytelling de marque au sens histoire-valeur. Mais les entreprises, au bout du compte, elles vendent des produits et des services. Nous, on appelle ça la stratégie de vidéo marketing. C'est le nom de ce podcast. C'est cette idée qu'on peut facilement faire un récit, une histoire sur les valeurs qu'on porte. Des fois, faire un récit, une histoire sur son produit, sur son service, c'est un petit peu plus compliqué. On voit d'ailleurs les influenceurs venir sur ce créneau-là, où les entreprises, ne sachant pas toujours comment faire un récit sur leurs propres produits, vont travailler avec des créateurs de contenu qui vont venir mettre en scène le produit avec un témoignage. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer, avoir des budgets énormes en termes d'influence. Comment on peut aider les entreprises qui ne souhaitent pas eux-mêmes faire un récit vidéo sur leurs produits à travers de la vidéo explicative, du tuto, du teasing, reprendre certains codes de cette influence pour pouvoir travailler un récit autour de son produit et son service ? Mais effectivement, il y a eu la grande époque de la publicité, avec des spots ultra léchés, on passait par des agences, il y avait des gros budgets, et puis ceux qui n'avaient pas les budgets, du coup, ne communiquaient pas, hein. Ils faisaient des flyers, ils faisaient des opérations commerciales dans les centres commerciaux. Et puis maintenant, on a le mobile, le web qui nous a donné une puissance incroyable. Du coup, les influenceurs sont devenus un peu le téléachat de notre génération, hein. Donc, quelqu'un nous fait la publicité d'un produit, et puis comme on a de l'affect pour cet influenceur, on va potentiellement acheter son produit. Et puis là, il y a eu un très très gros bad buzz sur les influenceurs. Je dis merci à Booba pour ça. Puisqu'il a un peu fait le tri finalement, et les influenceurs ont été un peu démasqués sur le fait qu'ils étaient un peu trop bien payés pour faire de la promotion de produits qu'ils n'utilisaient pas forcément. Maintenant, ce qui est super aujourd'hui, c'est que la micro-influence qui est faite par les UGC, hein, donc les utilisateurs même des produits, ça vient rebattre les cartes par rapport à ça. Donc on voit le produit utilisé par un utilisateur qui va nous donner son avis. Alors, est-ce qu'il est plus sincère qu'un influenceur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on ne mise pas sur sa notoriété pour pouvoir acheter ou vendre, du coup, on a une notion d'authenticité qui est un peu plus forte. Donc ça, c'est évidemment super intéressant d'avoir aujourd'hui la possibilité de communiquer au travers d'utilisateurs. Alors, les utilisateurs, ça peut être les clients, mais ça peut être aussi le personnel d'une équipe, les collaborateurs d'une entreprise. Ouais, la micro-influence, c'est une superbe technique de persuasion en termes de vidéo marketing. Maintenant, tous les produits ne sont pas adaptés à de l'UGC. Quand tu vends des produits de marque de grande consommation, faire de l'UGC, c'est possible. Quand tu vends des produits B2B ou des produits un peu plus techniques dans la grande consommation, comme peuvent être aussi des produits d'ameublement, ça peut être un peu plus compliqué. Oui, je pense que c'est à partir du moment où on ne trahit pas sa plateforme de marque et les valeurs qu'on a définies au départ, on peut écrire les récits qui vont emporter les utilisateurs, l'audience, dans un parcours de consommation. Je vais dire, par exemple, tu parlais d'ameublement, on a la marque La Redoute qui avait fait un spot qui était super. On avait un père de famille qui fait venir sa fille dans son nouvel appartement, et puis là, la fille découvre les valises de sa future nouvelle belle-mère. Donc, grand froid, c'est très compliqué, il y a une période très difficile de transition. Et puis petit à petit, cette nouvelle femme, elle vient utiliser, proposer en tout cas, ameubler la chambre de
de sa belle-fille en utilisant La Redoute. Donc on voit l'utilisation du produit du site La Redoute, etc., du catalogue, mais aussi du site internet. Donc là, on crée un récit autour de la famille, donc quelque chose qui est extrêmement puissant, qui vient nous marquer profondément et qui, forcément, à un moment donné, quand on pense à acheter un produit pour chez soi, eh ben, on va se rapprocher d'une marque qui nous a touchés, La Redoute, qui représente aujourd'hui encore un symbole très fort au niveau de la famille. Donc, si on arrive à créer des histoires qui viennent reprendre en fait les valeurs mêmes de la marque, pour ne pas oublier ce qu'on a envie de faire ressentir aux gens, parce que clairement, aujourd'hui, on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour voir des pubs. On a envie de voir des histoires. On a envie qu'on nous raconte des choses. Parce que depuis la nuit des temps, on nous raconte des choses. Donc là, une histoire, ça nous crée une émotion, et c'est l'émotion qui nous pousse à l'action. Donc si on a ce réflexe de se dire, tiens, j'ai envie de quelque chose pour chez moi, pour ma famille, je vais peut-être aller vers des marques qui ont communiqué en ce sens. Donc il faut absolument que le storytelling de la marque puisse, au travers de n'importe quelle vidéo qui puisse être faite, qu'elle soit faite par une agence ou par un UGC, qu'on arrive à retrouver en fait ces valeurs, les valeurs mêmes de la marque. C'est d'autant plus intéressant que La Redoute, à l'origine, c'est le catalogue. Donc le catalogue, c'est vraiment le produit from scratch avec un prix, une image. Et donc ils ont réussi à faire cette mue, entre guillemets, vers le digital, en reprenant les codes du digital et en allant vers un récit. Ce qui n'était pas à l'origine leur métier premier, vu qu'ils vendaient de l'ameublement sur catalogue. Et donc leur marketing avant était du papier. Donc il y a une vraie mue qui a été faite vers le digital en reprenant les codes du digital et en reprenant cette idée de récit vidéo autour du produit. Je trouve que c'est un très bon exemple et effectivement ils le font bien. Ils le font bien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de coupler à la fois la stratégie d'influence qui est faite pour poser un contexte, créer de l'émotion, et ensuite poser la stratégie de persuasion, qui est là pour le coup est vraiment du marketing, où là, une fois qu'on a sensibilisé et tourné notre audience et les clients vers nous, coucou, on existe, là, on va leur proposer des offres qui leur sont adaptées. Et donc, c'est là qu'ils achètent. Parce que imaginez qu'on n'a pas influencé et qu'on parle que de notre produit, en fait, on n'a pas envie d'acheter un produit, on n'a pas envie de voir une pub. Alors que quand on a ce contexte qui est posé et qui nous dit « Ah oui, c'est vrai, la famille, c'est bien, ameubler sa chambre, c'est beau, elle est belle cette relation père-fille, belle-fille », et à ce moment-là, on a envie aussi d'acheter un produit, boum, on est touché. Donc le storytelling est hyper puissant pour activer en tout cas l'émotion d'achat. Je suis complètement d'accord. Ma dernière question, elle est pas forcément facile. Il y a beaucoup de directeurs de marque, de directeurs de communication qui se la posent. On a travaillé avec une agence, on a un récit de marque magnifique, on a créé des récits autour de nos produits qui sont très très beaux. Sauf que mon entreprise, elle fait 5 à 10 000 personnes et il n'y a pas que ma direction de marque qui fait des vidéos. Partout, plus bas, j'ai des salariés qui vont faire des vidéos. Sauf que ces vidéos-là, elles vont le faire avec leur smartphone, peut-être sur des outils gratuits. Et elles vont y mettre leur cœur parce qu'elles aiment leur entreprise. Pour elles, le média vidéo est un média de masse, donc communiquer avec semble logique. Et elles vont poster leurs vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et 3 mois après, elles ont un coup de téléphone de la direction tout en haut qui leur dit « il faut m'enlever cette vidéo-là ». Parce qu'elles ne respectent pas la marque, elles ne respectent pas le récit vidéo. C'est extrêmement frustrant des deux côtés. Le premier côté tout en haut parce que tu as le mauvais rôle. Le directeur de marque, c'est celui qui appelle et qui va dire non, ta vidéo, elle est peut-être réussie techniquement, mais elle est hors cadre, tu me l'enlèves. Et c'est frustrant en bas parce que la personne, elle y a mis tout son cœur, elle a travaillé une vidéo, elle y a passé du temps, elle estime, elle, que sa vidéo, elle est sympa. Et pourtant, on lui demande de la supprimer et de l'enlever. Comment on fait pour que ce récit vidéo, ce storytelling de marque, il arrive à se déployer partout dans l'entreprise et qui ne reste pas au final juste top en haut, pris dans le studio interne et la direction de communication. C'est un vrai challenge pour les entreprises aujourd'hui, à l'ère où tout le monde peut techniquement faire de la vidéo. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça ? Ça me rappelle
clairement ce qui s'est passé il y a 20-30 ans quand il y a eu l'avènement de Photoshop et même Paint. Hein. Moi, j'ai démarré sur Paint quand même à l'époque. Hein. Toi aussi. Donc maintenant, il y a Canva. Les gens naissent avec Canva, donc c'est pas mal. Mais à l'époque, il y avait ces grandes campagnes d'affichage et les prospectus qui étaient faites par les marques, hein, la direction, comme tu le dis. Et puis, d'un coup, on va dire, les employés, ou plutôt même parfois les franchisés, hein, puisque je travaille par exemple pour des réseaux de franchise, ils ont en tout cas la possibilité de créer leur propre support en justifiant que la marque, la maison mère ne fait peut-être pas assez de publicité locale sur le terrain, etc. Donc moi je me souviens, je travaillais pour Orpi à l'époque, je créais mes propres flyers pour aller chercher de l'estimation. Et c'était pas du tout charté, c'était vraiment très border. D'ailleurs, si la direction d'Orpi des années 2005-2006 me regarde, pardonnez-moi. Mais comme je suis un passionné de graphisme quand même, j'étais pas non plus très mauvais pour faire de la communication. On va dire que si on borde pas, si on donne pas les outils, si on donne pas les guidelines aux équipes, on peut pas maîtriser ça. On ne peut pas non plus interdire. Enfin, on pourrait interdire, mais là, est-ce qu'on a envie de bosser pour une entreprise qui est interdite, qui est hyper stricte? Je crois qu'on ne peut pas interdire parce que quand tu commences à être trop nombreux dans une entreprise, il se passe toujours des choses quoi qu'il arrive. Non, mais moi, je trouve ça génial d'être dans cette ère où on a envie de créer. Donc, pour favoriser, en tout cas, la création du bon contenu, je pense qu'il faut réfléchir comme une bonne plateforme de marque avec des guidelines, une charte graphique où on explique quelle typographie, quel code couleur, quel cadrage photo, quel traitement, quel mot, quelle taille de caractère, etc. Il faut réfléchir à comment on peut donner les outils aux équipes en leur disant, bon, ok, vous avez envie de créer, c'est génial, merci, vous allez nous faire notre pub et en plus vous êtes finalement des ambassadeurs de notre marque, donc il faut vraiment stimuler et encourager ça. Maintenant, attention, ce que vous êtes en train de créer, ça peut aussi nous desservir. Vous voyez le logo, comment vous l'avez tordu, l'intro vidéo que vous avez faite, voilà, la musique que vous avez mis derrière, c'est juste pas possible, quoi. Iron Maiden pour notre boîte d'assurance, c'est sympa, mais bon, voilà. Donc l'idéal, selon moi, est de réunir un comité, c'est de se dire, voilà, bon, clairement, on a nos équipes qui ont envie de communiquer. Comment on fait qu'est-ce qu'on fait pour eux quels outils on met à leur disposition quelles consignes on leur donne pour leur dire, voilà, si vous avez envie de faire les choses bien, si vous avez envie de faire les choses, c'est génial. Si vous avez envie de faire les choses bien, c'est encore mieux. Donc, leur mettre des exemples de vidéos, leur parler des valeurs, comment on transmet les valeurs au travers de la vidéo, comment on parle d'un produit, quel type de cadrage, quel traitement d'image, la durée, la musique, enfin, il faut border tout ça et encourager, et peut-être même féliciter ceux qui le font pour qu'ils puissent aussi se dire, ok, j'utilise les bons outils, donc je suis reconnu aussi par rapport à ce que je fais et la qualité de ce que je produis, plutôt que de se dire, j'ai fait 10 000 vues, vous devriez être content, pourquoi vous me critiquez, pourquoi vous me demandez d'enlever ma vidéo. Nous, c'est notre métier, hein, clairement, d'aider les directions de marque à déployer des outils vidéo qui vont être en respect avec leur identité de marque. Mais effectivement, si on repart du récit vidéo, ça va plus loin. C'est que quand tu as travaillé, tu as mis des milliers d'euros dans une identité de marque, dans un récit vidéo, il n'y a rien de plus frustrant que de voir qu'en bas, elle n'est pas reprise ou elle n'est pas utilisée. Donc c'est vrai que nos outils permettent à la fois d'encapsuler une identité visuelle, mais permettent aussi d'encapsuler un récit vidéo. C'est-à-dire que ton studio interne ou l'agence avec qui tu as travaillé peut créer des templates vidéo, des modèles vidéo qui vont venir dans l'outil. Et ensuite, tes utilisateurs, ils vont aller sur un outil unique dans lequel ils vont retrouver plein de modèles vidéo qui reprend ce que tu disais, ce récit, le cadrage, comment on fait un témoignage, les intros, les outros. Comme ces vidéos-là, elles ont quand même été faites avec des agences ou avec un studio, elles sont très qualitatives, ils vont être attirés dans l'idée de les utiliser et de les personnaliser ou de recréer à partir de ces vidéos un contenu proche. Et donc là, du coup, tu n'es plus en phase de coercition où tu arrives après en disant non, vous respectez pas les choses.
Là, tu deviens, en tant que directeur de marque ou directeur de communication, un solutionniste. Tu viens répondre à un besoin qui est les gens veulent créer effectivement du contenu, veulent être maîtres de leur création, et ils apportent leur richesse créative. Et du coup, je leur mets un outil qui à l'intérieur est déjà prédisposé avec le récit vidéo et avec l'identité de marque pour qu'ils fassent un travail qui soit cohérent avec la marque. Je trouve que c'est un régal en fait de faire ça. On est complémentaires au final. On montre vraiment, la direction montre vraiment qu'ils ont envie, qu'ils encouragent la créativité qui est aujourd'hui hyper recherchée. On a envie d'être dans une boîte qui a des idées, qui innove. Donc le fait d'encourager ça en mettant en place ces solutions-là, c'est clairement, on vous a écouté, on vous comprend. C'est ça. Allez-y, faites-vous plaisir, évidemment dans le respect de nos codes, pour que ça soit gagnant-gagnant finalement. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Ouais, et on va finir là-dessus. Je pense que ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Le storytelling et le récit vidéo, c'est fondamental. Il faut réellement le travailler parce que sur les réseaux sociaux, sur le digital, on raconte des histoires avant tout pour vendre, pour créer de l'émotion. Et puis derrière, il faut le déployer, il faut le descendre pour que tout le monde ait accès à ce récit, à ce storytelling. Merci Olivier. Merci à toi. Pour nous avoir donné de ton temps et de ton expertise sur le sujet de la marque et du récit vidéo. Avec plaisir. Et puis au plaisir pour un prochain podcast ensemble. Très bien, merci.